Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la réflexion sur les processus électoraux en Afrique, notamment la question principale, pourquoi les élections en Afrique sont des moments de forte tension. Thierry Moillet 2, vous avez dit deux choses intéressantes dans la première partie de notre émission. Vous avez rappelé que historiquement, nos rois ne régnaient pas de façon dictatoriale. Oui. Vous avez bien rappelé qu'il y a un corps qui entourait le roi, il y a une ceinture démocratique qui accompagnait le roi dans sa réance. Et deuxièmement, vous avez évoqué la question du centre de pouvoir. C'est là que se trouve le nœud qu'il faut maintenant et approfondir la réflexion. Lorsque nous avons réussi, pour certains, à couper les chaînes, parce que certains pays, quand même, ne sont pas sous domination étrangère forcément, en tout cas politiquement. Économiquement, sans doute. Mais politiquement, il y en a qui ont la liberté d'organiser les élections et que le meilleur gagne. Nous venons de le voir au Malawi, nous l'avons vu dans plein d'autres pays. Pourquoi finalement, sur quel levier actionner justement pour régler cette question de rapport compliqué au pouvoir? Le professeur l'a rappelé, on fixe les règles et à un moment donné, celui qui est au pouvoir, il change les règles au milieu du jeu. J'aimerais pouvoir répondre à votre question, mais j'aimerais quand même revenir, permettez-moi une seconde, sur la question de francophonie et d'anglo-saxonie ou anglophonie. Je ne sais pas comment on dit cela, mais en fait, la question n'est pas de savoir de quelle langue nous sommes les continuateurs, de quelle langue coloniale nous sommes les continuateurs pour pouvoir évaluer nos turpitudes ou nos réussites. Ce n'est pas une question de la langue française ou la langue anglaise. Parce qu'à chaque fois, on se met en réflexion, mais le colon est toujours là, qu'il soit parti ou pas. Et c'est un peu gênant parce que les Africains devraient cesser, n'est-ce pas, de s'identifier à l'anglophone, le francophone, c'est que c'est nous-mêmes qui maintenons, en fait, les chaînes de la colonie permanente. Donc, une fois cela dit, je pense que c'est le rapport éthique à la gouvernance et le pouvoir est corrupteur par excellence parce qu'il permet de dire non. Non à la volonté populaire pour se prouver à soi-même qu'on a un pouvoir qui va au-delà de la masse critique qui est en face de nous et pour laquelle nous avons la destinée à peaufiner. Donc, je pense qu'au-delà de ça, il y a un autre sujet qu'il faut aborder et qui est lié à cette question de où allons-nous, que devons-nous faire, c'est, je le dis encore, faire un point. Nous n'avons pas fait le point avec l'histoire. Nous n'avons pas convoqué nos propres valeurs au moment où il le fallait. Et les indépendants qui sont réels aujourd'hui, les États qui sont en train de se battre, on a évoqué plus tôt la question de l'AES et autres, c'est le moment pour eux de démontrer qu'ils ont compris. Parce que si vous voulez votre indépendance, ce n'est pas simplement de chasser l'ancien colon, c'est de se départir de tous les schèmes culturels qui sont relatifs à la présence ou à l'absence de l'ancien colon et de mettre en avant ce que vous avez vous-même comme valeur. Pour cela, il faut qu'on soit honnête et qu'on étudie notre propre histoire et qu'on étudie notre propre anthropologie. Si on n'a pas l'histoire et l'anthropologie au centre de la réflexion politique, nous serons toujours en train de nous reposer les mêmes questions. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Parce que, en fait, on ne se regarde pas face au miroir. Et le miroir qui est le nôtre, permettez-moi de finir dessus. Oui. Le miroir qui est le nôtre n'est pas très propre. Parce que l'éducation aujourd'hui que nous donnons à nos enfants, le système éducatif que nous avons en place dans des pays africains, est la continuité du système colonial. Et les enfants qui sont les nôtres vont reproduire les mêmes schèmes. Et ils vont regarder l'Occident, même s'ils n'ont pas été colonisés, ils ont été colonisés par leurs propres parents que nous sommes. Nous avons colonisé nos enfants et nous allons leur demander de se départir, n'est-ce pas, du système colonial qui est omniprésent, alors que nous n'avons pas été capables de leur montrer le chemin de l'indépendance réelle, qui est d'abord une indépendance intellectuelle et morale. Donc il y a un problème de moralité collective qu'il faut mettre au centre de la réflexion, n'est-ce pas, du devenir des Africains, et pas simplement saupoudrer les choses doucement, doucement avec l'histoire. Mais on est d'accord. La démocratie. La démocratie n'a jamais construit un pays. Regardez les États-Unis. Est-ce que les États-Unis ont été construits par les démocrates? Ce sont des militaires qui ont construit les États-Unis. Les pères fondateurs des États-Unis, ce n'étaient pas les démocrates. Regardez l'Europe. La France a eu
deux grands dictateurs qui s'appellent Napoléon et De Gaulle. Ce sont eux qui ont construit la France moderne. Au contraire, les démocrates sont arrivés et aujourd'hui, on voit l'état de la France. Qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est la réalité. C'est un débat, je l'accepte, mais la réalité, c'est que la pluralité des opinions, lorsque ce n'est pas bien encadré, crée un désordre qui ne Finalement, il vous rejoint, professeur. Oui, c'est la logique. C'est pas que je le rejoins. Vous dites, ce que vous venez de dire. C'est moi qui parle, je n'ai pas dit que c'est la vôtre. C'est moi qui parle, c'est la logique. Thierry Moëlle, oui. Mais la phrase, elle est belle. Après, je ne sais pas si elle est heureuse. La pluralité crée le désordre? Non, la pluralité des opinions... Si elle n'est pas bien encadrée, elle n'est pas bien encadrée, crée le désordre. Oui. Bon. Ouais. Mais moi, ce que je voudrais dire, contrairement à ce qu'on pourrait penser... lorsque nous parlons, par exemple, de mots de gouvernance au niveau de ce qui se passe par rapport aux pays anglo-saxons, il faut d'abord, il ne faut pas négliger ce qu'on appelle la dimension de l'hystérèse. L'hystérèse est la capacité d'identifier comment les traces historiques qui sont très pesantes. D'accord ? Et ça, vous le savez très bien, vous-même, en tant que spécialiste des organisations. Donc, c'est de poser d'abord le diagnostic. Lorsqu'on parle du facteur clé de succès, ici, il faudrait parler des obstacles clés d'échec qui font que la démocratie n'est pas effective au niveau du continent africain. C'est ça, d'abord, la question. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure. Oui, ce sont des obstacles clés d'échec. Alors, je crois que il est important de dire, parce qu'il y avait le camarade qui disait, oui, que ce n'était pas spécifique simplement aux Africains et qu'il y a toujours des freeriders dans n'importe quel pays, notamment au niveau de l'Argentine, etc. Nous ne le contestons pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comment l'Afrique doit se prendre en charge pour rapidement se débarrasser de ces problèmes politiques, n'est-ce pas ? Et attaquer le cœur du problème, qui est le problème du développement. D'accord ? C'est ça la question. Alors où nous sommes en train de parler, par exemple, il ne faut pas l'oublier, Deng Xiaoping a mis moins de 30 ans pour sortir 890 millions de personnes chinoises de la pauvreté. C'est à peu près 3 fois et demi la population du Nigeria. Ça s'est fait en moins de 30 ans. En moins de 30 ans. Alors, la question fondamentale aujourd'hui, ce sont les enjeux économiques. On pollue, n'est-ce pas, le développement du continent africain en s'attardant sur des règles du jeu politique que l'on ne respecte pas et que l'on modifie à tout moment. Je chute, permettez-moi de chuter. J'avais évoqué dès le départ que c'était d'abord un problème d'éthique. Oui. Le problème d'éthique, mais puisque au niveau de l'éthique est d'abord une affaire individuelle, il faudra que institutionnellement, on envisage des modus operandi qui ne permettent pas à l'intuitif personné de pouvoir justement changer les règles. En quoi faisant ? C'est la question. Alors, c'est très important. Il faut qu'on soit concret maintenant. Faut-il mettre fin aux élections, laisser tomber les élections et trouver une forme de roi, instaurer une forme de monarchie, ou bien continuer toujours avec les élections? Si oui, comment on fait pour qu'elles soient transparentes, libres et équitables? Richard Togbé, pour rebondir à ce que disait le professeur Johnson, sur ce point, nous sommes d'accord. Oui. Et on ne peut qu'être d'accord. Bien sûr. Mais il faut se rappeler aussi que l'horizon des dictatures en Afrique qui, soi-disant, développerait l'Afrique, c'est déjà arrivé. Bien sûr. Il faut se rappeler qu'on a plus eu de pouvoir d'un homme ou d'un parti que la fameuse pluralité d'opinions dont conteste le professeur Moëlle. Les partis États, les partis uniques, on en a connu. Je ne conteste pas. Je mets des balises. C'était une pique, simplement. Oui. Je mets des balises. On est d'accord. Il faut se rappeler que nous avons essayé ça et qu'on a passé plus notre temps dans ce genre de régime autoritaire que dans les régimes démocratiques où les autres chamaillent plus. Non, mais il y a une nuance. On le laisse finir. On le laisse finir. Il y a toujours, c'est vrai. Donc, mais ce que je voudrais dire, on a pointé tout à l'heure quelques pays où les élections réussissaient. On a dit le Sénégal, on a dit le Bénin. Il y a un point essentiel que l'on ne voit pas, par exemple, dans ces deux pays qui les différencient des autres pays francophones. Vous savez, dans tous ces pays francophones, désormais, il y a des commissions électorales indépendantes. Bien sûr. Qui organisent les élections, qui souvent n'ont d'indépendants que l'intitulé. Mais au Sénégal et au Bénin, il y a une spécificité de leur commission électorale indépendante.
c'est que le personnel de ces deux commissions sont désignés, sont votés à l'intérieur des commissions, ce qui fait qu'ils sont véritablement indépendants. D'une part. D'autre part, on ne nomme jamais le personnel politique dans ces commissions. C'est tout l'inverse au Cameroun, au Congo, jamais on ne nomme de personnel politique. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent ailleurs et l'on pourrait essayer dans les autres pays et voir ce que ça donne concrètement. Lorsque vous avez une commission dite électorale où tous les membres sont des membres des partis politiques, comment cette commission peut être indépendante? Puisque chacun vient pour les intérêts de son parti et non pas du pays. Et donc la question de l'éthique n'est pas incompatible avec celle d'organisation électorale, d'organisation d'élections régulières. L'éthique n'a rien à voir. Ici, dans ce pays, je reviens avec la France. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas incompatible. Je reviens ici en France. Je reviens en France ici. Les emplois fictifs à la mairie de Paris. Bien sûr. C'est pas l'Afrique. Tibéri. Mais Tibéri. Mais on a vu un ancien président de la République condamné dans ce pays pour des raisons électorales. Je ne parle même pas de la dernière condamnation, je parle de Chirac, oui. pour avoir fait voter des gens en emploi fictif à la mairie de Paris. Bien sûr. Ce n'était pas en Afrique. Les questions éthiques existent toujours. Partout. Aux États-Unis, ça existe. Le seul véritable problème, et j'en reviens à Montesquieu, c'est qu'il faut, et ce qui nous manque en Afrique, des véritables contre-pouvoirs. C'est-à-dire des gens qui sont, et on reviendra sur la question de la justice, qui sont en capacité de pouvoir s'opposer lorsque il y a des faiblesses éthiques. Regardez, et je vais en finir par là, regardez ce qui s'est passé en Centrafrique avec Mme Darlan. Mme Darlan, vous avez vu la présidente du Conseil constitutionnel. Elle s'est opposée frontalement au changement, à la modification de la Constitution pour un troisième mandat de M. Touadéra. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été virée. Ouais. Elle a été virée. Mise à la retraite. Mise à la retraite. Pas de décret. Personne n'a bougé. Ni les enseignants de l'université d'où elle venait, qui était sa corporation, ni ailleurs. Ça montre bien aussi que si nous n'avons pas de contre-pouvoir institué et fort, on aura toujours ces problèmes récurrents. Oui, mais je crois qu'on ne se comprend pas. Vous citez des contre-exemples. Vous savez, il y a le mathématicien Henri Poincaré qui dit, en fait, on ne fait pas de la science avec des théories, mais c'est avec des faits. Ce sont des faits. Il faut regarder les faits. C'est-à-dire que ce que vous avez évoqué comme faits ne vont pas dans le sens de pouvoir conserver ce mode de gestion démocratique. Avançons avec des éléments concrets par rapport à la problématique. Oui. Vous avez évoqué la question éthique. Tenons-en à ce point-là, essentiellement. La question éthique. Oui, éthique plus patriotisme. Oui, voilà. Oui, je l'ai dit. Éthique plus patriotisme. Parce que ce qu'il dit, il disait... non, en fait, oui, allez-y. Le 15 novembre dernier, Nana Akufo-Addo, alors il finissait son mandat, a tenu une conférence ici à Paris. Et il nous explique, j'étais à cette conférence, il nous explique, tous mes prédécesseurs ont respecté la règle de 2 mandats. Il n'y a pas de raison que je ne la respecte pas. Je finis mon 2e mandat et je m'en vais. Je fais comme tous mes prédécesseurs. Mais il est institutionnalisé par la Constitution. C'est pas compliqué. Mais pourquoi c'est pas possible au-delà des textes d'avoir ça partout? Pour que cela soit possible, il a fallu que Jerry Rawlings mette en place. D'accord. Oui, mais on peut faire le choix. C'est Jerry Rawlings qui est le père. Mais ils auraient pu. Oui. Ils auraient pu. Il avait la majorité à l'Assemblée nationale. Il aurait pu modifier la Constitution et dire pas question. J'en ai rien à faire de ce que mes prédécesseurs ont fait. Moi, vous avez vu les gens commencer à le demander. Richard Togbé. Oui. Vous avez souvenance que c'est Idriss Déby, avant sa mort, qui nous avait dit la chose suivante, que lui, à un certain moment, il voulait s'en aller. Oui, bon. On lui a fait venir un professeur de Constitution, mais ça a été annoncé. Oui. C'est un fait, il a annoncé quand même. Vous ne croyez pas, d'accord. Ne perdons pas de temps. Ouais. Moi, je dis, la plupart des systèmes politiques ou des pays africains aujourd'hui gouvernés, mais le pouvoir n'est pas au niveau de la nation, elle vient de l'extérieur, c'est elle qui dicte les règles. Vous pensez qu'aujourd'hui... Mais bien sûr que c'est une évidence totale. Aujourd'hui au Bénin, par exemple, c'est quelqu'un qui a demandé à Patrice Talon de partir en 2026 ?
Non. C'est pas un choix libre et volontaire qu'il a fait. Écoutez, c'est l'exception qui peut confirmer la règle. Non, mais permettez-moi. Ne mettez pas le et puis ça ne résout pas. Mais je vais vous dire, ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème puisqu'il choisit en fait son successeur. Donc vous voyez bien. Oui, mais ça on ne le sait pas encore. Mais ça ne résout pas le problème. Oui, mais bon. Vous dites oui, il reste pas de mandat. Vous avez lu le bouquin de M. Desbré. Le plus important, c'est qu'on arrive à la conclusion. Voilà. Je voudrais terminer. Est-ce que c'est une fatalité ou bien on y peut quelque chose toujours? Mais il est possible. En fait, j'ai parlé des obstacles clés d'échec. Bien sûr. Mais il faut les identifier. Dans ces obstacles clés d'échec, mais il y a le professeur Thierry Mouelet qui parlait en fait de revenir sur nos valeurs, etc. Mais d'accord, il faut revenir sur les valeurs, mais il faut gérer la quotidienneté. Actuellement, le temps justement de pouvoir travailler pour se réapproprier ces valeurs et les mettre en... Mais cette rétrospective anthropologique, historique, nous l'appelons de tous nos voeux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais pour l'instant... Oui, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Essayez de regarder comment... les pays actuellement, d'où viennent l'organisation des élections et comment sont-ils dictés? Moi, je dis que ça vient de l'extérieur. Bon, donc c'est une fatalité, on n'y peut rien. Mais si ça vient de l'extérieur... vous ne pouvez pas tirer cette conclusion. Bon, alors... C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand j'ai parlé du patriotisme et que je disais que les militaires étaient une nécessité pour résoudre ces problèmes de situation crisistique, ça revenait là-dessus. Mais ce sont les mêmes militaires qui ont dirigé le pays des années 60 jusqu'aux années 80, avec le succès qu'on connaît. Oui, je vous en prie. Allez-y rapidement. Alors, tout à l'heure, mon contradicteur, bien-aimé mon frère, le nom m'échappe là tout de suite. Là. Thierry Vivien Manangou. Voilà, Vivien disait que nous avons vécu pendant quelque temps la période des dictateurs. Qu'on soit bien clair, je n'appelle pas à la mise en place, n'est-ce pas, des dictateurs en Afrique. C'est-à-dire, non, parce que ce serait du binarisme primaire. Dans le genre, s'il n'y a pas de démocratie, s'il n'y a pas d'alternative à la démocratie, que la dictature. C'est pas vrai. Donc, et même les dictateurs qui étaient là, dans ces années 70, étaient des fabrications de l'Occident. On est d'accord. C'était pas des dictateurs. On est totalement d'accord. Ça veut dire que c'est pas l'exemple. On est totalement d'accord. Bon, maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il y a une notion dans le système des organisations qu'on appelle la temporalité. La temporalité a 3 périodes. Le passé, le présent et l'avenir. Donc, si nous ne savons pas où nous allons, mais arrêtons-nous un instant et revenons sur le passé. Et le passé africain est très riche. Il nous enseigne, c'est ce passé qui a permis... Le passé précolonial, vous voulez dire. Encore que, lorsqu'on dit précolonial, on met encore le colon au centre de ma réflexion. Les histoires du genre précolonial, si vous dites le passé, il faut circonscrire. La colonisation est une parenthèse dans l'histoire africaine. Bien sûr, mais 400 ans, c'est une longue... Non, 400 ans, c'est esclavage, et puis après colonisation, un siècle. C'est l'agression, mais l'histoire de l'Afrique a 12 000 ans. Donc, si on prend les références historiques, c'est l'histoire la plus dense, la plus riche. Et elle est riche. Elle nous enseigne, elle nous donne des valeurs. Ce que j'appelle valeurs, c'est concret. C'est ce qui a permis à l'Afrique du Sud de rester debout aujourd'hui. D'accord. Avec ce qu'on appelle l'Ubuntu. Le message est clair, c'est très clair ce que vous dites. Pourquoi est très clair? Donc, ensuite, on est allé, c'est les mêmes schémas, n'est-ce pas, organisationnels qui ont permis au Rwanda de survivre avec le Gacaca, de survivre, n'est-ce pas, au génocide. En attendant, donc, c'est ce que je suis en train de proposer. D'accord. Donc, arrêtons-nous un moment. C'est vrai qu'il y a la notion de l'immédiateté, il faut faire ceci, cela, mais on est en course avec personne. On est en course avec personne. Regardez, pour que le Japon soit ce qu'il est aujourd'hui. Il y a eu, en 1868, la révolution Meiji. Meiji a fermé les frontières. Et il est endogène. Voilà, c'est endogène. Mais pourquoi vous voulez courir dans un sac et penser que... dans quelques parce jours... que vous allez implémenter les schèmes démocratiques avec le go-ahead, le magistère des uns et des autres qui donnent des bons et des mauvais points. Et vous croyez que vous êtes indépendant? Vous croyez que vous allez y arriver? C'est un... On va revenir. Ça, on a bien compris. Dans quelques jours, dans votre pays, le Cameroun,
le 12 octobre, il y aura une présidentielle. Issa Chiroma, l'ancien Premier ministre, qui est candidat à cette élection. Non, l'ancien ministre des Transports. L'ancien ministre. Après ministre de la Communication. La communication, voilà. Il est candidat. Là, il est en train de drainer des foules là, au Cameroun. Et déjà, ses partisans sont en train de prévenir qu'on ne nous dise pas le 12 octobre que c'est Paul Biya qui a gagné. Parce que c'est nous qui... de toute façon, allons gagner cette élection. Des frictions naissent déjà. Ça, c'est des problèmes de l'immédiateté qu'il faut régler. Qu'est-ce qu'on dit? Les Ivoiriens, les opposants ivoiriens qui ont été écartés de la présidentielle disent... Vous pouvez donner 10 000 exemples, ça revient au même. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes dans un système qui est biaisé dès le départ. Et j'ai parlé au début de mon propos d'un coup d'État permanent contre la souveraineté du peuple. C'est ce que la démocratie fait. Parce que le système tel qu'il est aujourd'hui, les Africains ne comprennent pas que ce n'est pas le vote qui fait la victoire, mais c'est celui qui compte le vote. Donc, si vous êtes dans le système où c'est celui qui compte le vote, qui fait ça, la victoire... c'est intéressant, ça. Mais bien sûr. Non, mais Richard, non. Oui, ce qu'il dit est intéressant. Non, mais vous n'allez pas m'empêcher de finir mon propos. Non, mais je suis très rapidement. Ça fait quand même un moment que vous... Donc, je vais finir mon propos en disant... Je vais simplement vous empêcher de monopoliser la parole, si vous voulez. Le modérateur à ma droite... Je suis très rapidement. Le modérateur à ma droite... Donc, je dirais que si vous êtes dans un système et que vous avez accepté de participer à un système où vous ne savez pas que ce n'est pas votre voix qui peut compter, mais c'est celui qui compte la voix qui compte, ben, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. On est d'accord. Mais c'est très clair ce qu'il dit. C'est très clair ce qu'il dit. Vous connaissez-vous une démocratie dans laquelle ce n'est pas les autres qui comptent les voix? Vous en connaissez-vous? Dans tous les systèmes... Attendez, permettez que je... Dans tous les systèmes démocratiques, c'est toujours les autres qui comptent. Vous votez. Oui, mais ça dépend de... Les autres, là, c'est qui? Ça dépend de comment les autres... Non, mais quelquefois, c'est l'administration. Oui, bien sûr, bien sûr. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. C'est pas l'administration. Si, c'est l'administration qui organise, qui compte les votes. Bon, en l'occurrence, dans les pays européens, en tout cas. Oui, et ce que j'ai dit tantôt, pourquoi au Sénégal, pourquoi au Bénin, on a eu des élections et des alternances dans ces pays, c'est parce que la question se pose au niveau de la transparence du processus électoral et notamment du choix des hommes qui sont chargés de comptabiliser. On revient à la question de l'éthique dont parlait le professeur Johnson. Mais tout ça ne veut pas dire que nous en sommes incapables. Incapables, bien sûr. Tout ça ne veut pas dire qu'il faut... Vous savez, la question des valeurs, je suis le professeur Moulet avec grand intérêt. Mais vous savez, en droit, on a le même problème. Les juristes vous disent « Ah, nous avons des valeurs typiquement africaines ». Quand on leur demande quelles sont ces valeurs, même en droit international, que vous êtes capable de mettre là, dans le débat, de verser dans le débat, pour qu'on ait un droit qui soit typiquement africain, on en revient à des généralités. Et donc ce que j'essaie de dire, c'est que le fait d'avoir nos propres valeurs, qui sont des valeurs africaines, ne nous empêche pas d'épouser des valeurs qui sont aujourd'hui des valeurs universelles. Aux États-Unis, et je chute par là, aux États-Unis, il faut se rappeler, pays colonisés aux États-Unis, quand ils ont créé leur constitution, 1787, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fondés sur la constitution de la Grande-Bretagne, qui était le pays colonisé, tenant compte aussi de leurs propres valeurs endogènes, et ils ont fait quelque chose qui marche. Ça fait aujourd'hui plus de 3 siècles que ça marche. On marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques secondes, professeur, pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel.